les innovations technologiques pour le secteur et la verticale du retail, de la mode, du luxe et du sport. Il y a de formidables innovations technologiques à base d'intelligence artificielle, donc de data, de big data, de chatbot, de blockchain. Enfin, elles sont multiples, elles sont immenses, d'IA, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et elles apportent une très forte valeur pour le secteur de la mode. Donc, l'idée, c'était de pouvoir présenter ces innovations pour ces secteurs-là. C'est un rendez-vous trimestriel. J'ai proposé à ce qu'on puisse passer en mode webinaire pour aussi prendre un petit peu de la hauteur et de l'air en ce moment. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui commence ce soir à partir de 17h et qui a pour vocation, alors j'ai le programme qui se trouve juste ici, s'il veut bien s'afficher. Hop, et qui a pour vocation donc de présenter différents sujets de start-up. Et je vois que ça va venir. Ouais, alors Zoom est quand même un petit peu saturé. On m'avait donné les chiffres. Donc en fait, il devient un petit peu plus lent. Parfois, il réduit la qualité des images. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas très, Julie, c'est pas très grave. Ce soir, donc, nous avons Julie Evans qui est basée à Miami et qui va nous présenter sa solution Sustalytics à base de data analytics et qui permet de détecter les ventes au moment du design de la collection. Donc, c'est vraiment, on va dire, worthy quand les designers ont besoin de savoir sur les planches de collection quels vont être les modèles best-sellers et donc de pouvoir miser dessus. La semaine prochaine, nous aurons Maxime Pat, qui est aussi un jeune fondateur, Generate, et qui a une solution d'optimisation des sites de e-commerce et de réseaux sociaux. Combien important aujourd'hui, quand le retail a été fermé, en tout cas en France, le 15 mars, effectivement, les relais de croissance vont passer par le e-commerce et les touchpoints. En tout cas, ça devient clé pour ce type de solution. Nous aurons le 30 avril Mathieu de Next User qui est basé en direct de New York et qui, alors lui, avec sa solution de data visualisation, va analyser les sites internet, collecte de la donnée et permet finalement de mieux connaître le parcours consommateur afin de tirer de l'insight et d'être beaucoup plus précis en termes de marketing, de connaître le parcours d'achat et d'apporter des réponses pertinentes. Fin avril, nous aurons Sana de Fairmakers qui apporte de la transparence en tiers 2 au niveau des usines. Donc, c'est pour des sujets de RSE. Et puis enfin, nous aurons Céline Delogère qui est chercheure en IA et à ses heures perdues, mannequin pour l'une des plus grandes agences de mannequins IMG au monde et qui s'est dit que les castings et les campagnes de communication pouvaient être largement optimisés grâce à de la reconnaissance faciale en quelques clics. Voilà, donc ce soir, c'est Julie Evans avec Sustalytics. Donc, nous aurons à peu près 30 minutes de présentation. Vous avez un Q&A et vous avez un chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça sera avec plaisir que nous y répondrons. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, une petite note de synthèse sur LinkedIn. C'est toujours très agréable. Écoute, Julie, je te laisse la main et je vous souhaite une très bonne écoute. Hop. Ok, merci Valérie. Alors, moi, je vais partager mon écran. Voilà, un petit instant. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. C'est parfait. Donc, super. Alors, déjà, merci à tous d'être là. Ça fait un petit peu bizarre, j'ai l'impression de parler dans le vide, puisqu'en fait, je ne vous vois pas. Voilà, je vais vous présenter grosso modo. Je pense que j'essaierai de ne pas prendre trop de votre temps. Et franchement, je serais ravie d'avoir vos questions en même temps. Alors d'ailleurs, je vais mettre le chat là sur le côté, comme ça, je peux voir les questions, même si je pense que le mieux, c'est de répondre à la fin. Donc voilà, moi, c'est Julie Evans. Je suis la CEO et fondatrice de Sustalytics. Donc Sustalytics, c'est une entreprise d'insight consommateur. Okay, donc, on a une vraie expertise dans le fashion. Donc, si on simplifie un peu ce qu'on fait, on fait 3 choses.
fondamentale. Donc, on évalue des produits pour les marques auprès de panels de consommateurs précis. On crée des ponts en fait entre les différents départements pour améliorer la performance de ces produits et surtout on aide les marques à minimiser les invendus donc pour une croissance plus durable. Donc juste pour me présenter rapidement, moi je viens du monde de la mode et j'ai fondé Sustainalytics avec des anciens de Facebook, Instagram. Donc on est basé à Miami. Mais on est une équipe super internationale. Moi, j'ai grandi en France, j'ai étudié en Angleterre et j'ai construit ma carrière en Espagne. Et donc, forcément, une grande partie de ma carrière chez Zara, donc au groupe Inditex. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans la mode, donc 4 ans chez eux, où je suis devenue chef achat et design. Et là, j'ai vite compris qu'en fait, une des clés de leur succès, c'est vraiment leur capacité à s'adapter. Mais ce que je vais vous raconter, c'est que malgré tout, et malgré le fait que ce soit Inditex, parfois nous aussi on se plantait complètement, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais vous donner un exemple un exemple concret. En fait, avec mon équipe, on avait planifié donc, cette chemise que vous devez voir sur l'écran, donc la chemise rouge là à gauche. Donc elle avait une petite poche en cuir, donc ton sur ton. Enfin, nous on la trouvait vraiment magnifique. Et donc, à l'époque, un programme de chemise, ça voulait dire produire au minimum 200 000 unités. Donc, on n'avait plutôt pas intérêt de se planter. Et là-dessus, le directeur général, en fait, du coup, il me dit, je trouve que la chemise, elle a l'air trop vieille, en fait, pour notre consommatrice. Donc, en fait, on avait déjà une grande partie de la production marche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le reste du tissu pour produire des robes longues, parce qu'en fait, on avait un bon historique de vente sur les robes. Et surtout, ça consomme plus de tissu. Et en fait, le résultat, c'est que les chemises ont été un véritable succès, donc forcément, on a manqué. Mais par contre, les robes, c'était un flop. En fait, on ne sait pas. On pense que peut-être le consommateur, on avait marre, il avait déjà dans son armoire. Enfin bon, bref, donc ça, en vrai, ça arrive beaucoup plus souvent que vous pensez. Je ne sais pas si vous aussi, de votre côté, vous avez des cas comme celui-là, mais moi, je suis allée aussi dans d'autres grands groupes, et là, j'ai vite compris en fait, que des fois, c'était même pire. En fait, on se retrouve avec tellement de cas comme cette robe sur les bras, et j'ai découvert qu'en fait, le sell-through moyen, donc unité de vente sur unité de stock vendue, c'était près 50%. Quoi. Donc, en fait, ça voulait dire que la moitié étaient des invendus avant les soldes, quelque part. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'impact des invendus a aussi des répercussions en termes d'image. Alors, l'image, pourquoi c'est important, je pense que vous le savez tous déjà, parce que l'opinion et les consommateurs en général sont extrêmement concernés, sur tout ce qui touche de près ou de loin à leur avenir. Donc là, à l'image de Greta Thunberg, particulièrement les Gen Z. Donc les Gen Z, ceux qui sont les plus jeunes, de moins de 18 ans, alors eux, il faut savoir qu'ils représentent 40% quand même des consommateurs. Et je vous montre cette image parce qu'en fait, Greta a été nommée personne de l'année par le Time. Et pour moi, elle représente vraiment cette prise de conscience de la société sur la réalité des dangers liés au réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de créer un outil qui permet d'augmenter les ventes, mais tout en pensant en fait, à son empreinte carbone et donc à son image. Donc, une des meilleures façons de savoir à l'avance la performance d'un produit, c'est comme dans qui veut gagner des millions en interrogeant les consommateurs directement. Donc, normalement, je vous poserai la question, mais il faut que je ne vous vois pas. En général, je demande aux gens, pensez qu'on passe combien de temps sur un téléphone? Donc, je vais vous le dire, on passe en moyenne entre 3 et 4 heures sur notre téléphone. Je crois qu'en ce moment, c'est même beaucoup plus que ça. Et en fait, on passe notre temps surtout sur des applis de messagerie et les réseaux sociaux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on développe des communautés, là où nos clients en ont besoin, donc que ce soit France, Italie, Allemagne, États-Unis, Colombie, etc. Et on s'appuie sur les algorithmes de ces plateformes et sur la donnée des clients pour interroger des consommateurs similaires aux marques avec lesquelles on travaille.
Donc, on crée ces communautés et on utilise des robots pour communiquer avec eux à grande échelle. Donc, on adapte la conversation selon la cible pour une expérience un peu plus personnalisée. Donc, ici, on discute avec des Gen Z et on les invite à voter pour leurs produits préférés sur notre domaine. Voilà, donc je vais vous laisser défiler un petit peu l'exemple. Donc, juste pour cet événement, on a préparé un test avec des baskets super connues. Donc, et on a demandé aux Gen Z en France quelle est la probabilité d'acheter ces produits. Donc, voilà. À votre avis, quelle est leur marque préférée? Donc, on leur a présenté la Puma, la Stan Smith de Adidas, la Nike Vans basse, Vans haute et la Converse haute et basse. Voilà, donc là, je suis toujours en train de parler toute seule. N'hésitez pas, si vous avez une idée, à le mettre dans le chat. À votre avis, quelle est la basket préférée des Gen Z? La Converse. Ouais, merci Sofiane. C'est juste parce que vu que je parle toute seule, c'est toujours un peu... Enfin bon, donc, dans tous les cas, j'ai fait exprès de garder les résultats pour la fin. Et avant, je vais d'abord vous montrer en fait ce qu'on fait de toutes ces données. Donc, nous, on récolte chaque interaction en fait, sur chaque produit et on les passe à la moulinette dans notre plateforme. Donc, on les modélise sous différents visuels qu'on livre à nos clients afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, mais au tout départ en fait, de la chaîne d'approvisionnement. Notre objectif, c'est toujours de minimiser les invendus, donc agir avant qu'ils soient produits. Et c'est pour ça qu'on s'insère au départ. Donc, on influence notamment 3 départements. Donc, le planning achat, qui est souvent notre principal interlocuteur. Ah tiens, on a une Adidas blanche de Maxime. On verra, on verra. Ouais, alors, donc on influence surtout 3 départements, donc le planning achat, souvent notre principal interlocuteur, le design et la distribution, et ensuite tout ce qui est marketing. Donc, au niveau du planning achat, on fournit un ranking et un score par produit. Donc, ça permet vraiment facilement de comprendre quels sont les best et quels sont les bad. Donc, un produit medium se trouve en général à une moyenne de 3,5, d'accord? Comme vous le voyez ici dans cet exemple en bleu. Donc, nous, on recommande de réinvestir le budget en fait, des bad dans les medium best-sellers selon vos besoins. Donc, côté design, nous, on a parfois des clients qui utilisent la plateforme pour optimiser leur design. Donc là, on a un exemple assez intéressant de l'année dernière. Donc, nos clients ont vu que la parka kaki, hein, que je vous surligne en vert, en fait, elle était plutôt medium, elle n'avait pas un score hyper élevé et c'était quand même un gros budget pour eux, un gros classique. Donc, en fait, l'équipe de design, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé la couleur de la fourrure. Et elle a testé d'autres coloris de vert. Et en fait, grâce à ça, ils sont passés d'une moyenne de 3,5 à une moyenne de 5. Donc ça, c'est vraiment une manière d'apprendre en fait, ce que votre consommateur veut. Niveau distribution, donc comme nous, on peut faire ça par marché et par zone géographique, ça permet vraiment une vraie optimisation au niveau de la distribution. Donc là, je vous montre un exemple où on voit... donc la fameuse marque en kaki en Bordeaux. Et là, on voit, c'est fait sur la France et sur l'Allemagne. Et donc là, on voit que l'Allemagne aime les deux couleurs autant. Donc ça permet vraiment d'optimiser au niveau de distribution du stock. En revanche, la France, on achètera moins. Et surtout, il y a une différence entre le kaki et le Bordeaux, ce qui est très, très souvent le cas, même en Italie, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant au niveau de l'Allemagne. Ensuite, au niveau du marketing, donc ça peut être super en fait pour décider les looks en vitrine ou alors en ce moment, parce que je n'ai pas parlé de en ce moment, ce serait plutôt les produits clés à pousser en fait sur vos campagnes marketing ou dans toutes vos communications. Donc là, je vous montre un exemple où c'est des manteaux réversibles. Donc en fait, là, la question du client était comment est-ce que je les expose en magasin, enfin déjà comment je les package. Donc nous, on a testé le côté... comment on dit, cuir et le côté fourrure. Et là, on voit clairement que les consommateurs préfèrent le côté fourrure déjà, donc c'est intéressant. Et on voit un super score sur le manteau fourrure beige. Donc là, c'est vraiment un bon insight en fait pour
pour pousser le Julie, microcollage en avant. Oui. on a une question d'Audrey qui nous dit quel est le niveau de détail sur lequel les échantillons se positionnent? Uniquement sur des visuels, donc sur du design, ou en fonction d'autres critères comme la composition, la couleur, le made in? D'accord, hein, super intéressant comme question. Merci pour la question. Donc, c'est vraiment visuel. C'est vraiment visuel. On a la possibilité de mettre la composition parce qu'en fait, on se rend bien compte que, imagine, tu fais du cachemire et donc on te montre un prix, on te montre des pulls en cachemire et on te montre un prix quand même assez élevé. On peut préciser cachemire parce qu'on pense que tu as quand même un certain des consommateurs qui valorisent ça et qui donc payeront le prix pour ça. Donc une description est possible, mais c'est vraiment un outil visuel. Donc au niveau des couleurs, je vais d'ailleurs montrer un exemple avec des couleurs. Tu peux tester par exemple un produit en différentes couleurs et donc voir en fait comment équilibrer tes stocks. Mais je vais montrer. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc, c'est un outil super facile à utiliser. Il n'y a rien à installer. Donc, en fait, ça se fait juste avec des images de prototypes. Donc, d'ailleurs, ça peut être des sketchs, ça peut être des images de Photoshop ou ça peut être des photos de vrais samples. Mais en fait, grâce à des images, vous arrivez à avoir vraiment une visibilité scientifique claire sur quelque chose qui jusque-là était très abstrait, mais qui en fait a un vrai impact en fait, sur votre business. Donc l'impact que ça a sur votre business, en fait, on peut le vérifier. Pour ça, on fait des pilotes. Donc c'est pour vérifier un peu l'efficacité de nos modèles avec les ventes. Donc je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc ce qu'on fait au départ, c'est de suivre 3 étapes. Donc on lance notre outil sur des collections passées qui ont déjà vendu. Et ensuite, on compare les données de vente avec nos prédictions. Et quand on observe la similitude entre la prédiction et les ventes, alors on lance sur les collections futures. Je vais vous montrer un exemple concret. Voilà, donc ici, c'est pour une de nos marques outre-Atlantique. Donc, dans son pilote, là, on compare les scores de Sustainalytics avec ses ventes. Son sell-through, sa rotation. Et là, on observe vraiment que en moyenne, plus le score est élevé et plus le sell-through est élevé. Donc, en termes de KPI, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, s'ils avaient utilisé les prédictions de Sustainalytics pour éliminer les modèles avec des scores en dessous de 5,5 et ils avaient investi en fait, le budget sur les produits au top du ranking, en dépensant le même budget en 3 mois, ils auraient généré plus 20 de revenus, plus 18 de sell-through et surtout moins 23% d'invendus. Donc, le pilote permet vraiment de constater l'impact, mais sans prendre de risques. Parce qu'en fait, si vous êtes convaincu, le coût du pilote d'ailleurs est recrédité. Donc, ce qu'on fait aussi, comme notre but premier, c'est quand même toujours de minimiser les invendus, non seulement pour avoir un impact financier, mais aussi un impact environnemental. On a intégré des nouvelles métriques qui nous permettent de mesurer lors de la pilote combien notre client il pourra économiser donc en invendus et en budget, mais maintenant aussi en termes de quantité d'eau. Donc ça, c'est un autre pilote qui a été fait. Et ici, on voit qu'ils auraient économisé l'équivalent d'une piscine entière et l'équivalent de conduire pendant 20 000 km. Voilà, donc juste en faisant 5 tests, c'est ce qu'on a réussi à mesurer. Donc là, vous dites, bon, ok, ça semble très intéressant, mais nous, on planifie notre collection, je ne sais pas, 6 mois à l'avance, 8 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Donc, est-ce que ça marche vraiment? En fait, on l'a testé. Donc là, je vous montre un exemple où, en fait, on voit que ce soit avec 1 an et demi d'écart, en fait, ce sont toujours les mêmes résultats. Et après, d'autres clients nous ont aussi demandé, oui, mais Julie, est-ce que, tu vois, si on est totalement dans une autre saisonnalité, est-ce que ça marche? Donc là, je vous montre des shorts en plein novembre et vous voyez qu'en fait, les résultats sont vraiment probants. Ce sont les mêmes résultats. Alors, ce qu'on a testé aussi… Julie, Ouais. excuse-moi, pardon, je vais te couper, mais je vais revenir un peu en amont sur la méthodologie, c'est-à-dire comment sont constitués vos échantillons et comment est constituée ta cible. Comment tu crées tout ceci, tu organises tout ceci. Alors, comment sont constitués nos échantillons? Oui. Comment Alors, tu crées ta communauté, comment tu crées ta communauté, comment tu la fédères et comment tu la détermines en fait. d'accord. Alors, la communauté, en fait, on va chercher des consommateurs qui sont soit similaires au profil de votre consommateur, d'accord? Ou si vous voulez aussi conquérir des nouveaux consommateurs, on va chercher
des gens qui ont soit un certain âge, soit des certains intérêts. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, par exemple, pour Arena, qui est un de nos clients, donc eux, ils voulaient bien sûr conquérir leur consommateur actuel, le typique consommateur actuel, mais en même temps, ils disaient, ouais, mais nous, on veut aussi conquérir les Gen Z. Donc, en fait, pour eux, ce qu'on a cherché, ce sont des consommateurs qui sont vraiment intéressés dans tout ce qui a à voir avec la natation. Donc, c'était tous des trucs techniques, genre le backstroke swimming, natation, enfin, tout, olympique, etc. Et donc, en fait, on a créé un panel de gens qui ont ce genre d'intérêt, et c'est ce panel-là qu'on a interrogé. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question du consommateur. Oui, mais comment par rapport, enfin je ne sais pas si tu veux en parler, par rapport à ta technologie, comment tu te connectes et comment tu vas les chercher, comment tu les fais interagir en fait aussi. D'accord. Alors, nous, en fait, on utilise tous les réseaux sociaux pour pouvoir trouver tous ces consommateurs à grande échelle. Donc, en fait, on va sur ce qui est en fait leur propre habitat et on utilise tout ce qu'il y a, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube, en fait, pour pouvoir créer ces communautés. Et donc, on les engage selon des intérêts. Donc, ça peut être soit parce que beaucoup de gens aiment donner leur opinion, soit parce qu'on peut aussi offrir un discount. Ça, c'est quelque chose, on se met d'accord avec la marque avant, si à la fin du questionnaire, ils veulent avoir un discount. Ou alors parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui sont quand même sensibles à tout ce qui est question de sustainability. Donc ensuite, nous, on crée ces communautés et on les interroge avec des chatbots pour que ce soit vraiment une expérience plus personnalisée. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients au niveau marketing qu'il faut pouvoir s'adresser aux gens de la meilleure façon possible. Donc voilà, est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est clair, merci. Alors, il ne faut pas hésiter, c'est quand même plus interactif. Voilà, donc là, je montrais juste un dernier exemple où on a testé aussi avec des sketchs et on a vu que ça marche tout aussi bien avec des sketchs. Donc, je vous ai dit, ça marche avec des sketchs, des images Photoshop ou des photos de samples. Voilà. Ah, on a fait aussi avec des designs 3D, ça c'était pas mal. Donc, c'est vraiment un outil super visuel et donc forcément qui marche très bien aussi pour la beauté. Que ce soit couleur de vernis à ongles, rouge à lèvres ou n'importe quel packaging en fait. Mais en général, nous, on travaille sur des produits où on ne montre pas la marque. Les consommateurs qui répondent, ils ne voient pas la marque jusqu'à la fin. Et à la fin, s'ils opt-in, ils vont éventuellement savoir la marque si elle offre un discount. Donc, malgré ça, je vous ai fait le test des baskets. Donc, ce test, on l'a fait vraiment juste pour vous. J'ai pris des modèles connus parce que je voulais que ça parle à tout le monde, parce que vous venez de différents secteurs. Voilà, mais en général, on ne montre pas de marque. Donc, voilà, on va vous montrer les résultats. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est tout en vert. Donc, quand même, dans l'ensemble, les Gen Z adorent tous les baskets. Donc, juste pour ceux qui se sont connectés, on a testé des baskets super connues en France auprès des Gen Z. Et on voit que toutes les baskets ont obtenu des scores hyper élevés. C'est pour ça qu'elles sont toutes en vert. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que celle qu'ils aiment le moins est la Vans haute. Ensuite, les suivants ont à peu près les mêmes scores. Donc, on retrouve Puma, Nike, la Vans basse, la Stan Smith de Adidas. Et donc, au final, c'est Converse. Alors, Sofiane, vous avez raison. C'est Converse qui se trouve au top du ranking et c'est la haute en fait au top des charts. Donc ça c'est pour la France. Les résultats sont légèrement différents par pays. Pour une population, pardon Julie, et pour une population Gen Z. Une population Gen Z, voilà. Et Soufiane, ouais, elle dit je suis encore à la mode. Voilà, donc après, je sais qu'il y a d'autres auditeurs parmi nous, dont on a aussi testé des sacs des marques de sacs super connues, pour que tout le monde en ait pour son compte. Donc voilà, je vous montre un petit peu les sacs qui ont été testés. Et alors, qu'est-ce que les Gen Z nous ont dit? Donc pour les sacs,
Ouais, dis-moi. Peut-être précise les Gen Z pour toi, parce qu'en fait, on entend différentes définitions sur les réseaux sociaux. Pour toi, c'est des gens qui ont entre 14 et 18 ans ou 14 et 24 ans. À pas confondre avec les millennials. Ben, tout à fait. Non, mais c'est une super question. C'est un débat philosophique interminable, mais ce serait 14 et 24, effectivement. Ok. 14 et 24, ouais. Donc, je ne sais pas si ce sont les jeunes millénials, mais quand même un segment plus jeune, on va dire. Oui. Voilà. Donc là, pour les sacs, donc là, on voit des résultats qui sont quand même plus différents, puisqu'on voit des scores quand même très différents. Alors, ils ne sont pas super fans du pouch. D'accord. Et ensuite, les favoris, ce sont donc le Chanel classique et le Versace. Donc voilà, ça c'était assez intéressant. Et ensuite, on vous a fait un aussi au niveau des couleurs. Voilà, d'ailleurs, je pense que c'était dans une des questions. Avec des souhaits de couleurs. Donc là, je commence par les couleurs au top du ranking. Donc, bon, bien entendu, ce sont les plus basiques. Donc, on sait qu'en général, pour ces couleurs-là, vous vous basez sur vos historiques de vente. Mais ça devient vraiment intéressant pour les couleurs qui sont plus tendances parce que ça vraiment permet d'équilibrer les investissements. Donc là, je vous montre les résultats sur les autres couleurs. D'ailleurs, le kaki ne fait pas leur couleur préférée au niveau des sweats, même si peut-être ça allait pour les pantalons. Le malva, le mauve, le violet est plutôt en bas du ranking et le fuchsia est tout en bas du ranking. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que les Français sont vraiment pas fans du fuchsia. Nous, on fait énormément d'analyses et ensuite on sort ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on regarde les grosses tendances des consommateurs et on voit que le fuchsia, par exemple, les Italiens l'adorent, mais alors les Français, peu importe quel type de vêtements, ils n'ont pas l'air d'aimer autant cette couleur. La preuve, ils préfèrent même un jaune, un fuchsia, ce que je trouve quand même assez fascinant. Et pareil sur le kaki. Le kaki, finalement, au niveau d'un sweat, en tout cas, c'est pas leur couleur préférée. Voilà. Donc, nos clients testent aussi beaucoup les différents types de print. Parce que les prints, quelque part, aucun historique de vente peut vraiment vous donner peut vraiment vous dire comment va se vendre vos prints. Donc, que ce soit pour tester, alors je vais faire un petit peu plus divers cette fois, le gingham du moment, les checks ou alors des prints abstraits. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu d'actualité. Ou alors pour tester aussi tout ce qui est graphique de t-shirt, donc je vous mets d'autres exemples d'actualité. Voilà. Voilà, c'était pour la petite touche finale. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de se laisser sur une vidéo de fin, qui synthétise un peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, voilà. Alors là, je serais déjà d'abord ravie de répondre à vos questions, mais je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter dans cette période à nous soumettre en fait les insights qui seraient super importants pour vous. Enfin, là, on a testé par exemple les couleurs. Est-ce qu'il y a des types de prints qui sont super importants en ce moment et vous serez super curieux de savoir quelles sont les préférences. Etc. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos demandes. En fait, on sera ravis d'organiser, voir un petit peu les différentes demandes et voir d'organiser peut-être un autre webinaire où on pourrait vous soumettre les résultats. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, même si on a répondu un petit peu au fur et à mesure. Écoute, j'ai l'impression que pour l'instant... s'il y a une nouvelle question, merci beaucoup. Est-ce que le contrôle test se fait uniquement au pilote ou régulièrement avec chaque collection en comparant les performances de vente? Alors, super question. Alors, on le fait d'abord au niveau du pilote.
d'accord, au tout début. Le but, c'est, on peut le faire au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que pour faire un pilote, c'est comme un test AB. D'accord, on est obligé de vous laisser vendre vos produits pour savoir comment est-ce qu'ils vont performer, en fait. Et donc, nous, on vous donne vos prédictions et vous êtes à même de vraiment comparer les deux. Tandis qu'au fur et à mesure que vous utilisez notre outil, le but, quand même, c'est que vous éliminiez tout ce qui est bad, ou en fait, vous rééquilibrez vos investissements. Donc, quelque part, ce scénario, Sustainalytics a déjà changé votre stratégie. Donc, c'est très difficile de comparer quelque chose sur lequel, en fait, vous avez déjà optimisé vos collections. Donc, je ne sais pas si je m'explique. Donc, après, ce qui est possible, c'est de, entre guillemets, refaire un pilote, en fait. Retester la stratégie qui s'est vraiment passée et donner des prédictions. Voilà, donc je ne sais pas si j'arrive à expliquer ce que je veux dire. Si, c'est clair, je pense. Est-ce que Soufiane, c'est clair pour vous? Ah, il a dit que c'était clair. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions à disposition? Profitez-en, c'est le moment, on a du temps un petit peu. Et personne ne vous voit, pour le coup. Je sais pas, des fois en public, on est un petit peu plus timide de poser les questions. Donc là, faut pas hésiter, quoi. En tout cas, moi j'ai une question. Est-ce que vous trouvez pour vos secteurs que c'est une solution qui peut être intéressante? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre sur le chat ou quelle est la pertinence en tout cas qui est perçue par l'outil. Alors, Julie, tu pourrais nous donner une idée de prix de cette solution? Le Ouais. coût, il y a plein de questions qui arrivent. Ah, Quels mais sont les super. résultats c'est super. Quels sont les résultats en termes de self-row en utilisant cet outil? Mhm. Une question de Bénédicte. Et Maxime, quel est le modèle d'affaires? On va Alors, commencer par la première, donc une idée du prix c'était... de cette solution. Ouais. Alors, en fait, c'est comme les vêtements. Plus tu produis des quantités, moins ton coût unitaire, ton coût unitaire baisse. Ok, donc nous, on marche de la même façon. Plus tu fais des tests et plus ton coût unitaire baisse. Tu peux le faire aussi sur plein de marchés. Mais pour te donner une idée, ça peut être 250 € le test. Donc, dans un test, tu peux mettre jusqu'à 10 produits. Donc, ça donne quand même vraiment un large éventail. Donc ça, c'était pour la première question. J'espère que j'ai répondu. Deuxième question, c'était quoi? Parce qu'en fait, j'ai pas le Q&A Quels sont les résultats en termes de self-row en utilisant cet outil? D'accord. Alors, les résultats en termes de self-row. Donc, je vais donner des moyennes, ok, parce qu'on travaille avec différents types de clients sur différents marchés. On a fait Allemagne, Colombie, Espagne. Enfin bon, donc je vais te donner un grosso modo, mais on attend au moins plus 10% de cette roue, au moins. On est même arrivé jusqu'à plus 35% de cette roue. En fait, c'était surtout, c'est Toto, c'est une marque de sac à dos où ils font vachement de print. Et en fait, c'est vrai que sur les prints, personne n'a vraiment une visibilité. Donc là, c'était radical. En fait, là, ils ont vraiment vu que ça pouvait les aider. Donc voilà, c'est pour donner une moyenne et tout ça. Ça dépend de chaque marque, de chaque marché. Mais voilà, c'est ça les résultats qu'on a eu jusqu'à maintenant. Quel est le modèle d'affaires? Une question de Maxime. Quel est le modèle d'affaires? Alors, il faut préciser la Est-ce que question. tu es sur une plateforme SaaS? Est-ce que tu es sur un tableau de bord? Est-ce que c'est une solution Ok, que tu as implémentée sur le site web? voilà. Voilà. Super question en plus, super question. Merci Maxime. Donc en fait, nous, on commence toujours en travaillant comme une agence de consulting, ok, parce qu'en fait, le but, c'est quand même de vous donner un service et un support au départ qui soit pertinent, parce que la façon dont on monte les tests, on a quand même un certain nombre de recommandations pour que ce soit, pour que ça ait le plus d'impact possible en fait dans votre business. Donc vous êtes vraiment accompagné. Et ensuite, vous avez accès à une plateforme, donc plutôt sur un modèle SaaS. Voilà, donc vous pouvez, votre équipe en fait peut se loader, peut se connecter directement en ligne et loader ces images de prototypes et ensuite retrouver les rapports directement en ligne. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite,
Mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, moi, j'en ai Super. sur le chat aussi, Eh hein. bien, très bien. Alors, Youssef, votre marché cible est le fashion de luxe ou bien le fast fashion, pardon, ou le fast fashion? Alors, super question, mais en fait, ça marche pour tout, quoi. Euh, Ça marche vraiment pour tout. Les marques avec lesquelles on travaille en ce moment, elles sont plutôt fast fashion, mais par contre, il y a beaucoup de marques de luxe qui nous approchent aussi pour pouvoir d'ailleurs conquérir les Gen Z. C'est un petit peu le truc qu'on nous demande beaucoup en fait. Quels sont les produits clés pour pouvoir conquérir les Gen Z et pouvoir mieux les comprendre. Donc en fait, on s'adapte à tout et on fait que ce soit vêtements, accessoires, chaussures. Enfin, on a déjà tout testé. Il y a aussi une excellente question. Sous quel délai peut-on avoir les résultats? Et c'est ça Ah qui est bah aussi ouais. bluffant avec ta Non mais solution. d'ailleurs, mais oui, non mais c'est limite, je vais le noter. Je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. Ok, donc en moyenne, on vous donne les résultats sous une semaine au début, d'accord? Donc parce qu'en fait, au départ, on crée cette communauté, d'accord? Donc c'est pour ça que ça prend au début une semaine, et ensuite le temps se réduit et ça va jusqu'à 48 heures, voilà. Selon, après, il y a un de nos premiers clients pour eux, en fait, on peut le faire instantané. Mais voilà, ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. Mais je vous dirais donc au départ une semaine et ensuite sous 48 heures. Donc, c'est hyper efficace, hyper utile, notamment quand les Ouais, bah, équipes en de plus, non design, mais, elles sont dans le rush et qu'elles doivent passer des achats mais auprès des usines carrément, en non mais Asie ou carrément. sur des bassins locaux proches, parce qu'on sait que toutes les équipes travaillent toujours un petit peu dans le rush et qu'elles ont des C'est doutes clair. parfois au dernier moment. Donc, c'est bien de pouvoir tester Ouais. à la minute et du coup de pouvoir quantifier quels vont être les best-sellers ou les modèles sur lesquels il va falloir le moins miser. On a également une autre question. Donc, depuis combien de temps vous avez déployé Sostalytics chez les marques et quelles sont les conséquences les plus spectaculaires sur les achats des marques? Alors, l'histoire a commencé. Il y a à peu près 2 ans et demi. Ça s'est vraiment accéléré en fait, je dirais il y a un an à peu près. Aussi parce qu'on est venu aux États-Unis, donc au niveau techno, ça a été incroyable. D'ailleurs, je vais pas raconter, on a été pris dans le premier Google Launchpad hors de la Silicon Valley. Donc ici, on fait aussi partie de 500 Startups, donc c'est genre vraiment le premier incubateur au monde au niveau des startups. Donc voilà, ça s'est super accéléré. Et donc au niveau de l'impact pour les marques, je veux dire, l'impact est quand même assez fort. Donc, je vous ai donné au niveau des chiffres, hein, le plus gros impact, c'était quand même pour Toto, avec un plus 35. C'est pas négligeable. Nous, on le mesure vachement au niveau des invendus. Et comme je vous ai dit, en fait, notre but, c'est de montrer l'impact environnemental. En fait, c'est ça qu'on veut développer. Et pour que les marques aussi elles-mêmes puissent dire, nous aussi, on a mis des trucs en place. Parce qu'en fait, on est tous en train de parler du sustainable, mais en vrai, personne ne sait vraiment comment attaquer le sujet. Donc ça, c'est aussi un impact pour dire, en fait, en utilisant cet outil, on se rapproche de nos consommateurs et en fait, on produit que ce qui vaut la peine d'être produit. Ensuite, votre consommateur, ils se sentent super engagés. Et quelque part, à chaque fois, je dis ça, mais si on réfléchit, il n'y a que finalement l'industrie de la mode qui n'a pas encore sauté le pas. Parce que l'industrie de la musique, donc pensez à l'industrie de la musique, en fait, c'est qui, qui fait d'une chanson un gros hit, en fait. C'est les gens. C'est les gens qui streament et qui font d'une chanson un gros hit, quoi. Enfin, Despacito, je veux dire, si on la connaît tous, c'est parce qu'en fait, on se fait tous passer, on a tous écouté. Ouais, je sais, c'est con, mais c'est vrai. Pareil, Netflix. Mais en fait, Netflix, c'est quoi leur modèle? Ils analysent le user behavior, donc les données de comportement des utilisateurs, pour créer leur série. En fait, là, je pense qu'on est tous en train de regarder Casa des Papel. Bon, Je sais pas comment ça s'appelle. Julie, on a d'autres questions. Pardon, désolée. Comme je parle toute seule. Travaillez-vous avec des marques qui démarrent et donc sans historique de vente? Yes. Ouais, on a commencé comme ça. On a commencé avec des marques qui démarraient et c'est surtout pertinent pour eux parce que, mon Dieu, je sais ce que c'est. Je sais quel est l'investissement en fait pour eux, rien que de développer des samples. Donc, tout à fait, ça marche tout aussi bien pour eux.
Très bien. Une autre question, merci beaucoup. Une autre question, vous avez levé des fonds, quel type d'investisseur vous visez? En tout cas, quelle est ta stratégie, quelle est votre stratégie en termes d'investissement? Elle est hyper intéressante. Ouais. Alors, on n'a pas levé des fonds. En fait, nous, on travaille avec les clients. Pour Vous l'instant, travaillez en fonds propres, vous ne souhaitez pas lever, vous travaillez en fonds propres, ce qui est une approche ex- extrêmement ex- saine. exactement, exactement. Donc après, c'est vrai qu'on est en discussion avec des gros groupes. Donc là, on sait que dès l'instant où on intègre des gros groupes, on a été aussi approché par des VC. Donc on les garde là parce que si on a besoin de scale très rapidement, on pourrait en avoir besoin, mais pour l'instant, fonds propres, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions qui apparaissent Ouais, sur le moi chat? j'en ai d'autres. Ça fait Très un moment, bien. en plus, c'est vrai que je parle beaucoup. Alors, Philippe, il demande bonjour, merci pour la présentation. De rien. Récoltez-vous des données quasi verbatim en plus des données quanti? Donc, je pense que ça veut dire des données qualitatives ou que des données quantitatives. Je comprends ça comme ça. Données quali, ouais, top. Ouais, donc c'est des données quantitatives. Donc, nous, on se spécialise sur tout ce qui est données quantitatives. C'est comme ça qu'on a vraiment comment on dit, pertinence statistique. Donc nous, pour l'instant, on se focus là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des clients qui nous ont demandé aussi par rapport aux données qualitatives, ce qu'on n'exclut pas du tout au long terme. Voilà. Ensuite, j'ai encore une question de Magali, donc désolée d'avoir pris autant de temps. J'ai toujours un doute sur la constitution de l'échantillon de la communauté. Est-ce que votre client choisit avec vous le panel CSP, âge, pour coller au mieux à sa cible? Donc, ouais, ça, c'est une super question que tu as posée un petit peu, Valérie, que je n'ai pas trop développée. Donc, oui, le client, en fait, enfin, la cible consommateur, on le décide ensemble, d'accord? Donc, en général, le pilote, on va le faire sur un consommateur, sur un panel de consommateurs qui est similaire à votre consommateur à vous. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les gens qui vous ont acheté. Donc, si on veut faire quelque chose de pertinent, il faut se baser sur le type de gens qui achètent chez vous. D'accord? Mais ce n'est pas pour faire ça. On utilise ce qu'on appelle le lookalike parce que vous savez qu'on ne peut pas échanger des données personnelles en Europe avec la GDPR, et aussi parce qu'on sait que vos consommateurs sont super importants pour vous. On ne va pas les déranger puisqu'en fait on sait que vous leur envoyez des campagnes marketing, etc. Nous, on va aller en fait sur des gens qui ont le même type de comportement. Donc, c'est vraiment, c'est tout anonyme et c'est ce type de comportement. Mais après, une fois qu'on teste pour les collections futures, vous pouvez avoir le cas, donc comme je racontais, de Arena, où vous dites, OK, mais nous, on veut aussi conquérir d'autres gens, ou on veut, ou si vous êtes une nouvelle marque d'ailleurs, on veut, voilà, on veut conquérir les gens qui vont acheter, je vous donne qui vont acheter, je ne sais pas, chez Zara et chez H&M. Et voilà, vous pouvez aussi utiliser des types de marques auxquelles ils sont intéressés, ou comme des clients nous ont demandé, nous, on veut conquérir voilà, des clients plus jeunes. Donc là, en fait, on va se baser sur des âges. Voilà. Très bien. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'on a encore des questions sur le chat? Sinon, on va pouvoir clore la session. En tout cas, merci beaucoup de votre intérêt, de vos nombreuses questions et donc du coup de l'intérêt que vous semblez émettre par rapport à cette solution. Julie, je crois que tu avais répondu à toutes les questions du chat. Ouais, moi je crois que ouais, j'ai tout. Eh ben, très bien. Eh ben, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans cette période un peu confinée. Nous mettrons à disposition le lien puisque la vidéo, elle est enregistrée sur le cloud et ce sera avec plaisir qu'on vous transmettra le live et ainsi que les présentations. Merci beaucoup et puis excellente fin de journée à tout le monde. Et joyeuse Pâques aussi. Également, joyeuse Pâques. Merci pour voilà. vos Merci gentils messages encore. sur le chat. Très bonne fin de journée.